Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Pour ne rien vous cacher, ces dernières semaines ont été compliquées. J'avais besoin de me débarrasser de toutes ces énergies négatives. Alors j'ai pensé au serpent. C'est un symbole universel de tous les temps, un emblème ambivalent certes, mais aussi un guide spirituel et une source quasi inépuisable d'inspiration en joaillerie. Et je suis sûre qu'Esther Sonia Soltani, la rédactrice en chef du Rappaport, sera d'accord avec moi. Elle qui repère régulièrement de merveilleux bijoux en forme de serpent. Et aussi Olivier Grammatico de Caméo Paris, dont j'ai choisi la bague serpent pour la vignette de ce podcast. Le mot serpent vient du latin serpo, qui veut dire ramper. Étrangement, dans notre imaginaire, on le voit souvent enroulé de façon ascendante. Dans la mythologie grecque, il est Ladon, fils d'Echidna et de Typhon, chargé par Héra de protéger les pommes du jardin des Hespérides. Il a 100 têtes qui parlent chacune une langue différente, et quand il est tué par Héraclès, Héra le transforme en constellation qui révèle à Asclépios les secrets de la médecine. Le serpent, enroulé sur un bâton, est encore aujourd'hui le symbole de la médecine, comme un sceptre de fonction, et le serpent qui se dresse sur la coupe d'Hygie, la fille d'Asclépios, est le symbole de la pharmacie. Dans ces mythes, le serpent est protecteur et guérisseur. On voit combien la conception du serpent évolue quand il est enroulé autour de l'arbre de vie ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, suivant que l'on consulte la Genèse, la Torah ou l'Ancien Testament. Alors que la symbolique du jardin et des pommes est plutôt stable. Le fruit de l'arbre de vie à Sumer, en Égypte ou en Inde, chez les Romains ou chez les Celtes, serait plutôt une analogie du pouvoir d'engendrer, et la pomme concentre les pouvoirs de la révélation, de la transmission du savoir et de la préservation de la vie. Par exemple, Avalon est l'île aux femmes, où poussent les pommiers de l'éternelle jeunesse, et le serpent veille, où sert d'agent procréateur des dieux. Le caducée d'Hermès se présente avec 2 serpents enroulés autour d'une baguette de laurier ou d'olivier, surmontés souvent par des ailes. C'est un cadeau qu'Apollon donne à Hermès en échange de la lyre qu'il a inventée et dont Hermès joue pour amadouer le dieu auquel il a dérobé le troupeau. Le caducée est alors une baguette de messager qui guide les héros afin d'orienter les âmes dans les enfers. Le serpent incarne ici l'éveil de la conscience cosmique et l'union du ciel et de la terre. Cette idée se retrouve dans le Mahabharata, le texte fondateur de la mythologie hindoue, où le Pinaka, l'arc de Shiva, porte le grand serpent arc-en-ciel enroulé sur la corde qui sert à tendre l'arc. Le serpent est alors un pont entre le ciel et la terre. Par ailleurs, le serpent hindou Kundalini représente la puissante énergie vitale qui sommeille en chacun de nous. Il forme un caducée d'énergie le long de la colonne vertébrale en remontant du premier chakra jusqu'au 7e. Ida, lié à la lune, et Pingala, lié au soleil, s'enroulent autour du canal Nadi. À chaque croisement, l'équilibre se fait entre le positif et le négatif, le masculin et le féminin, jusqu'à atteindre l'éveil. Mais le serpent est aussi protecteur, surtout quand il est femme. Wadjet est la déesse Cobra, protectrice de la Basse-Égypte, et Sali Anekbet, la déesse vautour, symbole de Haute-Égypte, pour protéger le pharaon et se matérialise sur la couronne des 2 terres. Quant à Renouté, c'est la déesse des récoltes et des greniers, des vignerons et des celliers, et même des tisserands. Dans le panthéon mythologique d'Anatolie, d'Iran et d'Irak, Chaméran, la femme au corps de serpent couronné, accepte de laisser partir Khansab qui était tombé par hasard dans sa grotte. En échange, il ne doit jamais dire où elle habite. Cependant, le sultan tombe malade et les médecins assurent que pour guérir, il doit manger Chaméran. Les hommes du sultan savent que Khansab connaît la grotte de Chaméran parce qu'il a gardé de son aventure des écailles sur le dos. Alors ils le torturent et Khansab finit par leur dire où la trouver. Chaméran est tué et découpé en morceaux. Le sultan la mange et guérit.
Khansab est chassé du palais avec les restes de Chaméran et affamé, il mange un peu de la chair de la femme serpent et ses blessures sont instantanément guéries. Il veut se dénoncer au peuple des serpents, mais le vieux sage lui indique que le sacrifice de Chaméran lui confère le pouvoir de guérison et les serpents l'accompagnent pour découvrir le secret des plantes médicinales. Il devient sage médecin et les serpents le symbole de la pharmacie et de la médecine. En Chine, on raconte que la Nuwa était une femme serpent et une déesse à la force de création très puissante. Lors de la bataille des dieux Gongong et Zhugon, un des piliers qui soutenait le ciel où coulaient les rivières célestes fut détruit et entraîna le déluge sur terre. Alors, Nuwa fit fondre une pierre de 5 couleurs pour colmater la brèche et répara le pilier en mettant le ciel sur les pattes d'une tortue. Et puis elle descendit sur terre et en jouant avec la boue du fleuve, elle façonna avec de l'argile des personnages avec des bras et des jambes et non une queue de serpent comme la sienne. Et elle peupla la terre d'humains qui riaient de joie. Plus tard, les dieux acceptèrent qu'elle s'unisse à son frère Fuxi, l'inventeur des 8 trigrammes du Yingji, à l'origine de la calligraphie. Ensemble, ils sont le symbole du mariage où Nuwa incarne le pouvoir de procréer. Et puis la mythologie grecque raconte que le roi Cécrops, né d'un dragon et de Gaïa, unifia les tribus et fonda Athènes. Athéna et Poséidon voulaient tous les deux être le dieu de cette cité. Alors Cécrops fit voter les femmes et les hommes citoyens de la cité. Or, les femmes emportèrent le vote en faveur d'Athéna. Dans sa fureur, Poséidon fit déferler les flots sur la région. Alors les Athéniens décidèrent que les femmes n'auraient plus le droit de vote, que leur nom ne serait plus transmis aux enfants et qu'elles ne seraient plus citoyennes. Depuis lors, les légendes firent des femmes serpents des monstres. Lamita, aimée de Zeus et jalousée par Héra, devient folle et séduit tous les hommes ou dévore les enfants. Échidna, la nymphe immortelle, engendre avec Typhon des tas de monstres. Cerbère, l'hydre de Lerne, le dragon de Colchide, la chimère, l'aigle du Caucase, le lion de Némée, et Méduse est transformée en monstre par Athéna. Leur mauvaise réputation enterrera à jamais les déesses femmes serpents et inaugure les affrontements entre les reptiles titanesques et même volants et les héros salvateurs, Hercule, Saint-Michel ou encore Thor. Je préfère garder en mémoire la symbolique du serpent comme incarnation du cycle de la vie, comme l'Ouroboros, ou celle de médiateur de l'au-delà, comme le serpent à plumes Quetzalcoatl. En matière de bijoux serpents, je pense immédiatement au magnifique bracelet serpent flexible de Sarah Bernard, dessiné par Mucha et créé par Fouquet en 1898 pour son rôle de Médée, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 53 de ce podcast. La tête du serpent est sertie d'une mosaïque d'émail, d'opale, de rubis et de diamants et repose sur le dos de la main. Le corps du serpent s'enroule autour du poignet et la queue remonte vers le bras. Il est relié par des chaînes à un autre serpent qui est anneau de doigt, la tête tournée pour faire face à celle du bracelet. Ce bijou appartient aujourd'hui à la collection permanente du musée Alphonse Mucha. Si vous aimez les bracelets serpents anciens, j'ai repéré chez Gorky Antiquité un bracelet flexible du Second Empire en or jaune aux yeux de rubis avec un diamant certiclo sur la tête et qui sort une mignonne langue bifide. En haute joaillerie, ma pièce préférée est l'hypnotique émeraude de la collection Magnifica de Bulgarie. Particulièrement réputée pour la création de bijoux serpents depuis le premier modèle appelé Serpenti en 1948 et qui était un bracelet-montre. Cette maison décline aujourd'hui le serpent de la joaillerie à l'horlogerie jusqu'à la maroquinerie. La pièce dont je vous parle et dont la réalisation a nécessité 1800 heures de travail est en platine, pavée de diamants taille brillants et baguettes et de cabochons d'émeraude. Et la pierre de centre est un très exceptionnel cabochon d'émeraude colombienne de 93,83 carats. Ce collier sensationnel a été porté magistralement par l'actrice Zendaya à la Mostra de Venise en 2021.
En joaillerie, j'ai toujours aimé les serpents de Sylvie Corbelin parce qu'ils sont toujours gentils, voluptueusement lovés autour du doigt, souvent en or noirci pour faire ressortir les détails d'or jaune, les diamants et les yeux de rubis. Olivier Grammatico, le fondateur de Caméo Paris, réalise dans son atelier parisien des bijoux inspirés de la nature et entièrement sur mesure. Et il a une tendresse particulière pour les serpents et en crée très souvent. Des tout fins à simple ou double enroulement et sertis de saphir et de tsavorite, ou encore en mouvement, en or noirci, diamanté, escaladant une rose en corail, parée d'une coccinelle et progressant vers une pomme en perles, ou encore mystérieux, émaillé de vert et lové autour d'un saphir cabochon bleu intense. J'aime tous ces serpents, mais j'affectionne particulièrement celui aux yeux verts, perçants, qui s'enroule sur le doigt, en or jaune, tout tacheté de diamants de couleur. Et pour la vignette du podcast, j'ai choisi de vous montrer le plus estival, celui en or et diamant blanc qui traverse de part en part une mer de turquoise. Parmi tous les bijoux serpents que présente très souvent Sonia Esther Soltani, la rédactrice en chef du Rappaport que je vous ai fait découvrir dans le podcast Brillante, je craque pour le serpent Aircuff de Clio Zaskia. La queue arrive presque sur la tempe et se pose sur le bord de l'oreille autour d'un saphir, et puis le corps s'élance tout autour de votre oreille et sa tête réapparaît vers l'os de la mâchoire avec, dans sa gueule d'or, un saphir retenu par les crocs. Cette créatrice britannique travaille son bestiaire en mouvement. Dans une autre pièce serpent, la tête toujours dardée et ouverte au croc en serrant la gemme, se pose sur votre index et regarde en direction de l'ongle. Et puis, le corps du serpent passe sous votre doigt, réapparaît sur le majeur et l'annulaire et finit sous l'auriculaire, d'où l'extrémité de la queue remonte. Le bijou est fin et graphique et c'est surtout une jolie recherche qui dépasse la bague pour être un bijou de main. Enfin, j'ai été intriguée par les bijoux méchants de la créatrice canadienne Ornicat Jewelry. Elle a créé un lip cuff que l'on peut choisir en argent ou en or blanc ou rose de 10, 14 ou 18 carats. Le fin serpent est posé délié comme sur une branche qui serait votre lèvre inférieure. Cet étrange serpent en morsure charnelle n'est pas un piercing, c'est un bijou de lèvres dont le symbole serpent souligne étrangement la sensualité du baiser. Ainsi se termine cette histoire des légendes du serpent et des serpents en joaillerie. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast Il était une fois le bijou pour un nouvel épisode des univers de J'aime Genève. Et puis la semaine suivante sur le podcast Brillante. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous comme un bijou.